Bonjour tout le monde. Notre thème va porter sur les amnisties fiscales telles que instituées par la loi de finances 2020. L'amnistie fiscale demeure une mesure dont l'objectif est d'effacer a posteriori les infractions fiscales. Elle constitue une incitation pour que les contribuables défaillants à leur devoir envers l'administration fiscale à se mettre volontairement en règle avec aussi bien la loi fiscale que la réglementation de change. La loi de finances 2020 a introduit des mesures dérogatoires relatives à la régularisation spontanée de la situation des contribuables en matière de législation fiscale et en matière de réglementation de change qui se présentent comme suite. Alors, je vais parler de 6 régularisations. Alors, la première régularisation, telle que définie à l'article 6 de la loi de finances 2020 et qui est insérée au Code général des impôts dans l'article 247, 18e, qui prévoit l'amnistie pour le secteur informel. Deuxième amnistie, qui est également insérée dans l'article 6 de la loi de finances 2020 et en même temps au Code général des impôts dans l'article 247, 28e, qui concerne la déclaration rectificative fiscale spontanée au titre de l'IS, IR, TVA pour les entreprises tenant une comptabilité. Et troisième amnistie concerne également les personnes physiques titulaires de revenus fonciers qui n'ont jamais souscrit de déclaration fiscale au titre des années antérieures à 2019. Cette disposition a été prévue par l'article 6 de la loi de finances et insérée au Code général des impôts dans l'article 247, 29e. Autre amnistie fiscale insérée également dans la loi de finances, notamment dans l'article 7 de la loi de finances, qui définit l'amnistie pour les personnes physiques qui possèdent des avoirs liquides détenus ou versés en banque et des biens meubles et immeubles ou qui ont effectué des apports en compte courant ou qui ont fait des prêts octroyés à des tiers. La cinquième amnistie, qui est insérée dans l'article 7 bis de la loi de finances 2020 et qui concerne la régularisation des incidents de paiement sur les chèques impayés. Et la dernière amnistie, qui est insérée dans l'article 8 de la loi de finances 2020, qui concerne la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, aussi bien par les personnes physiques que les personnes morales. Donc, on va voir la première mesure d'amnistie en faveur du secteur informel. C'est une mesure nouvellement instituée par la loi de finances et qui a déjà fait l'objet au titre des années antérieures, mais ça n'a pas tellement réussi. Peut-être cette fois-ci, ça va réussir, Inch'Allah. Donc, c'est une mesure qui concerne les contribuables, personnes physiques qui vont s'identifier pour la première fois et qui exerçaient dans les activités professionnelles ou agricoles dans le secteur informel et qui vont bien sûr joindre le secteur formel. Donc, cette amnistie concerne donc les personnes physiques exerçant une activité soumise à l'impôt sur le revenu professionnel ou agricole. Bien sûr, la première opération, ils ont, pour pouvoir bénéficier des mesures d'amnistie, il faut qu'ils s'identifient pour la première fois à la taxe professionnelle. Donc, ils vont souscrire une déclaration de taxe professionnelle en premier lieu, avoir un identifiant fiscal pour bénéficier d'autres mesures d'amnistie, notamment les avoirs liquides détenus ou versés en banque et les biens meubles et immeubles,
et des apports en compte courant. Donc, il faut qu'il possède un identifiant fiscal. Et cette régularisation, cette déclaration doit se faire au plus tard le 31 décembre 2020. Donc, les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle ou agricole, ils vont s'identifier pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Mais s'ils vont bénéficier d'autres mesures, d'autres amnisties, ils doivent respecter les délais prévus par les autres amnisties, notamment les avoirs liquides qui est prévu pour le 30 juin. Alors, pour cette personne physique qui exerçait dans l'informel et qui veut se mettre dans le formel, les revenus générés par les activités antérieures au 1er janvier 2020 ne seront pas, ils seront prescrites. Ils seront prescrites. Donc, seul le revenu qui est acquis à compter du 1er janvier 2020 qui sera appréhendé pour cette personne physique. Donc, table rase pour le passé. C'est une amnistie, c'est une dérogation prévue par la loi. Donc, il va bénéficier de l'amnistie au titre des années antérieures à 2020. Alors, si cette personne physique possède un stock et sachant qu'il tient une comptabilité, alors en matière comptable, il faut qu'il choisisse, en matière lorsqu'il va s'inscrire à la taxe professionnelle, il va choisir le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre du revenu professionnel ou agricole. Dans ce cas, il a le droit de bénéficier du régime de droit commun, qui est le résultat net réel. C'est le régime de droit commun. Dans ce cas-là, il n'a pas à opter, il n'y a pas d'option. Donc, il suffit de s'inscrire et d'avoir un identifiant fiscal. S'il veut bénéficier du régime du résultat net simplifié ou du forfait, il doit souscrire une option. Il doit faire une option pour bénéficier du régime des résultats net simplifié ou du forfait. Alors, si la personne physique concernée par cette amnistie qui va intégrer le secteur formel et s'il tenant une comptabilité, donc tenant une comptabilité suivant le régime des résultats nets réels ou simplifiés sur option, s'il a un stock qu'il va vendre lorsqu'il va intégrer le secteur formel en 2020, 2021, 2022, donc il aura un stock. Ce stock, il doit être évalué dans TTC, s'il est acquis avec TVA, donc c'est un stock qui est évalué pour le montant TTC, et cette évaluation doit générer ce stock, la cession de ce stock ou le retrait doit générer une marge brute d'au moins égale à 20% du prix d'achat. Donc, lorsqu'on va le vendre, supposons que mon prix d'achat de ce stock est 100, je dois le majorer d'au moins de 20 et le vendre à 120%. Si je vends à un montant inférieur à 20%, à une marge inférieure, supposons j'ai vendu à une marge de 15% au lieu de 20%, je suis toujours éligible, mais je vais ajuster mon résultat fiscal par le biais de la réintégration d'une marge de 5%. Donc, je déclare ma comptabilité, ma marge comptabilisée, elle est de 15, mais je dois ajuster mon résultat fiscal par l'ajout d'une marge de 5%. Si je vends avec une marge supérieure ou égale à 20%, le problème ne se pose pas. Donc, ma marge brute est respectée. Donc, je ne fais aucun ajustement au niveau du tableau 3. Si cette personne est nouvellement inscrite, identifiée, est en même temps nouvellement assujettie à la TVA, dans ce cas-là, il faut que le prix de la base imposable à la TVA, soit égal au moins à 20% de marge. C'est-à-dire, je vais payer la TVA sur la marge, ma valeur ajoutée qui est la marge que j'ai déjà déclarée c'est-à-dire que j'ai déjà déclaré dans l'impôt sur le revenu.
c'est-à-dire la marge qui a été comptabilisée dans la classe 7, il va servir en même temps pour dégager, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée de 20% ou suivant le taux de produit. Donc, ma marge minimale pour calculer la TVA est de 20% de la marge. Donc, TVA due égale 20% de la marge divisé par 6. Par exemple, si ma TVA est de 20%, ou là, si ma TVA est de 14, ça veut dire je vais prendre la marge fois 14 sur 114. Si le produit que je vends est de 10% et soumis à 10%, ben je prends le montant de la marge qui est au moins égal à 20% du prix de vente fois 10 sur 10. C'est 7 fois sur 107, etc. Si c'est 20, c'est divisé par 6 ou 20 sur 120. Donc, la TVA qui est due sur la vente du stock doit être au moins égale à 20% égale au moins à la marge. Ma base imposable doit être au moins égale à la marge et la TVA se calcule sur cette marge qui est supérieure ou égale à 20% tel que détaillé dans l'état de stock. Alors, pour le stock, il faut joindre un inventaire. Pour le stock, il faut joindre un inventaire au moment de l'inscription de l'identification à la taxe professionnelle. On doit joindre un état de stock. Voilà le modèle de stock qu'on doit joindre. Donc, je vais mettre CASA la date d'inscription, d'identification à la taxe professionnelle. Donc, le stock que je possède à la date d'identification, je vais le ventiler en éléments, nature des éléments détaillés. Il faut détailler les références, la nature des biens en stock, la quantité et le montant, la valeur. Si vous voulez ajouter encore une autre colonne du prix unitaire, ce n'est pas un problème. L'essentiel, il faut mentionner dans la première colonne l'identification des marchandises qu'on possède à la date d'identification, la quantité et éventuellement le prix unitaire et le montant, la valeur. Alors la valeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut la prendre TTC parce qu'on n'a pas le droit de récupérer la TVA sur le stock du fait qu'on va imposer uniquement la marge, la valeur ajoutée. Donc mon stock sera TTC et je vais toujours calculer la TVA sur la marge jusqu'à épuisement de ce stock. Jusqu'à épuisement de ce stock. Bien sûr, la personne physique qui a intégré le secteur formel, qui s'est inscrit, il aura les mêmes obligations et les mêmes avantages prévus par le Code général des impôts. Alors, parmi les avantages, il aura, par exemple, la cotisation minimale de l'IR pendant 3 exercices, s'il y a une comptabilité. Il a éventuellement la taxe professionnelle, l'exonération quinquennale. Il va bénéficier de l'acquisition des biens d'investissement pendant 36 premiers mois à compter de la date de son inscription à la taxe professionnelle, etc. Donc, il bénéficie également de tahfiz pour les salariés. Lorsqu'il va recruter des salariés dans le cadre de tahfiz en APEC, il va bénéficier des mesures prévues par l'article 57, c'est-à-dire l'exonération à hauteur de 10 000 dirhams par salarié pendant 24 mois et ce pendant les 24 premiers mois de début d'activité. Alors, je vous ai mis un petit rappel des obligations et des avantages. Parmi les obligations, il doit choisir le régime d'imposition qui lui est propre, savoir le résultat net réel. Dans ce cas-là, il n'a pas d'option à faire du fait qu'il va tenir la comptabilité suivant le régime de droit commun, ou bien il va opter pour le résultat net simplifié, comptabilité simplifiée ou forfait. Alors, il y a beaucoup d'obligations, donc ce n'est pas la peine de les détailler, mais toutes les obligations déclaratives prévues pour une personne physique doivent être également applicables pour cette personne nouvellement identifiée, notamment l'impôt sur le revenu salarial qu'il doit le verser le mois qui suit lorsqu'il a des salaires et souscrit sa déclaration annuelle de revenus salariaux au mois de février. Il a également la retenue à opérer s'il y a une comptabilité et qu'il a des entreprises locataires, s'il a des propriétaires particuliers, s'il y a une comptabilité, il a des propriétaires particuliers, il a l'obligation de retenir à la source soit 0%, soit 10%, soit 15%. Et il a également la déclaration annuelle du revenu foncier tel que prévu par l'article 82 terre, s'il est propriétaire des biens immeubles non
non inscrits à l'actif professionnel. Il a des déclarations des honoraires versés à des tiers, à des médecins. Il y a également les droits de timbre s'il a des ventes au comptant en espèces. Donc, les droits de timbre, il doit les payer chaque mois. Et également, s'il est assujetti à la TVA, pour la première année, il a le droit d'être soumis à la TVA selon le régime de la déclaration trimestrielle. Également, au mois de janvier de chaque année, il doit souscrire, il doit déclarer les éléments imposables à la taxe professionnelle et à la taxe de services communaux. Voilà pour les personnes qui vont s'identifier pour la première fois. Donc, il y a table rase du passé et il ne va être imposé que sur l'année 2020, qu'à partir des revenus et profits générés à compter de 2020. Pour la deuxième amnistie qui concerne les entreprises tenant une comptabilité, personne physique ou morale. Il s'agit d'une déclaration rectificative fiscale spontanée, des déclarations initiales. Donc, les entreprises qui ont déjà souscrit leur déclaration initiale peuvent souscrire une déclaration rectificative qu'on va voir. Donc, la loi de finances 2020 a institué la possibilité de souscription. Ça veut dire possibilité, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Mais il n'y a pas d'obligation. La personne a le choix de souscrire à l'amnistie ou de ne pas souscrire. C'est un avantage, c'est à lui de voir si pour lui, il a des erreurs dans sa comptabilité ou il n'a pas d'erreur. Donc, finalement, la loi de finances 2020 a institué la possibilité de souscrire une déclaration fiscale rectificative spontanée des déclarations initiales. Donc, il va rectifier les déclarations initiales déjà déposées, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés, si la personne est soumise à l'IS, ou en matière d'impôt sur le revenu au titre des revenus professionnels déterminés selon le régime de résultats nets réels ou simplifié, ça veut dire comptabilité. Également, la mesure concerne la TVA. Si on a des erreurs ou des omissions en matière de TVA, je peux également souscrire ma déclaration rectificative en matière de TVA, d'impôts retenus à la source, qu'on va voir tout à l'heure, tels que prévus par les articles 116, 17, 117, 156 et 158, notamment les retenus à la source en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés ou d'impôts sur le revenu au titre des revenus salariaux et au titre des produits des actions par sociales et revenus assimilés. Également, la mesure concerne les droits de timbre qui ont fait l'objet de déclarations spontanées et la taxe sur les contrats d'assurance. Toutes ces mesures sont prévues dans l'article, ont été insérées dans l'article 247, 28e, et bien sûr, ils sont prévus par l'article 6 de la loi de finances. Donc, l'article 6 de la loi de finances a complété les dispositions de l'article 247 par le paragraphe 28e en instituant une nouvelle procédure de déclaration fiscale rectificative spontanée transitoire. Donc, la régularisation de la situation fiscale du contribuable qui concerne des déclarations fiscales initialement déposées. Donc, il faut que le contribuable ait déjà déposé ses déclarations initiales et il constate qu'il y a des erreurs matérielles ou des insuffisances, des incohérences qui ont, ou des opérations non comptabilisées qui ont un impact ou ayant pour conséquence une insuffisance soit du chiffre d'affaires, soit de la base imposable à l'IS ou à l'IR. Donc, cette déclaration rectificative spontanée concerne les exercices clôturés au titre des exercices clôturés en 2016, 2017, 2018. Alors, lorsqu'on dit exercice clôturé en 2016, ça veut dire l'exercice 2015-2016 à cheval est éligible. Également, l'exercice 2017-2018 est également éligible. Donc, soit des exercices civils 2016, 2017 et 2018, soit des exercices à cheval 2015, 2016, 2016, 2017, 2017, 2018. Quant à 2018, 2019, il n'est pas éligible. Donc, les exercices concernés par l'amnistie, ce sont des exercices clôturés en 2016, 17, 18. Toutefois, lorsque vous avez des déficits antérieurs, des déficits fiscaux ou des
des crédits de TVA imputés au titre des exercices, des exercices prescrits. Des exercices prescrits. Alors, les exercices prescrits, c'est-à-dire 2015, 14, 13 et 12. Si vous avez des déficits ou des crédits de TVA de 2012 à 2015 qui ont été imputés sur l'exercice 2016, vous avez l'obligation, pour bénéficier de l'amnistie, de régulariser aussi bien les années, les 4 dernières années prescrites, c'est-à-dire 2012, 13, 14, 15 sur 2016. Toutefois, cette régularisation des années antérieures à 2016 n'engendre aucun impôt à payer. Donc, vous savez que l'essentiel de cette régularisation, c'est d'annuler le déficit, d'annuler le déficit imputé sur 2016 ou le crédit de TVA imputé sur la TVA de janvier 2016. Donc, finalement, les exercices qui sont prescrits 2012 à 2015, on va les régulariser également pour ajuster le déficit reportable sur 2016 ou le crédit de TVA imputé sur janvier 2016. Mais il n'y aura aucun impôt à payer au titre des années prescrites. Donc, le seul impôt ou la TVA qui va être payé, c'est au titre des exercices 2016, 2017 et 2018. Alors, les impôts qui sont concernés par l'amnistie, alors, il faut faire attention, ce n'est pas tous les impôts, seuls les impôts énumérés à l'article 6 de la loi de finances et à l'article 247. Alors, les impôts qui sont concernés, l'impôt sur les sociétés, pour les sociétés soumises à l'IS, ou l'impôt sur le revenu pour les revenus professionnels qui sont soumis au régime de la comptabilité, aussi bien RNR que RNS. Deuxième impôt qui est prévu par l'amnistie, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Troisième type d'impôt retenu à la source, tel que prévu par les articles 116, notamment la TVA retenue à la source sur les commissions des sociétés d'assurance allouées aux courtiers. L'article 117, la TVA retenue à la source sur les intérêts servis par les établissements de crédit. L'article 156 concerne l'IR retenu à la source sur les revenus salariaux et les rentes viagères et les retraites. L'article 158 concerne l'IS ou l'IR suivant le bénéficiaire retenu à la source au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, c'est-à-dire les dividendes. Également, le quatrième impôt qui est prévu par l'amnistie, les droits de timbre qui sont acquittés sur déclaration spontanée. Et enfin, la taxe sur les contrats d'assurance. Voilà les impôts qui sont concernés. Donc, il y a d'autres impôts qui ne sont pas prévus par l'amnistie, notamment les droits d'enregistrement, les droits de timbre qui ne sont pas acquittés sur déclaration spontanée. Donc, il faut voir la contribution sociale. Alors, les obligations déclaratives et les délais de déclaration. Alors, la déclaration doit être souscrite au plus tard le 30 septembre 2020, c'est-à-dire avant le 1er octobre 2020. La déclaration doit être accompagnée du paiement spontané des droits complémentaires suite à cette régularisation. Soit le paiement est effectué en 2 versements. Le premier versement doit accompagner la déclaration au plus tard le 30 septembre. Le deuxième versement doit être effectué au plus tard le 30 novembre. Vous avez la possibilité d'opter pour le versement, pour un seul versement au mois de septembre. Donc, vous pouvez payer le montant de la contribution libératoire en un seul versement qui doit accompagner la déclaration au plus tard le 30 septembre. Les avantages de cette déclaration rectificative. Alors, on a 3 cas de figure, 3 cas possibles. Soit on va souscrire notre déclaration spontanée sans tenir compte des informations que l'administration va nous fournir. Dans ce cas-là, on va souscrire une déclaration rectificative sans avoir recours à l'administration fiscale ni à l'expert comptable ou au comptable agréé. Dans ce cas-là, on va bénéficier de l'annulation d'office des sanctions, c'est-à-dire la majoration
les amendes et pénalités de recouvrement. Ça, c'est le premier cas. Souscrire la déclaration sans recours ni à l'administration fiscale, ni à la note explicative délivrée établie par le chef d'entreprise en assistance avec l'expert comptable. Deuxième cas possible, c'est-à-dire on va avoir recours devant l'administration fiscale, on va demander des renseignements que possède l'administration, notamment les recoupements. On va faire une demande d'après un imprimé modèle fourni par l'administration. L'administration va donner toutes les irrégularités, les incohérences qu'elle a relevées dans notre déclaration ou par le biais de recoupement. Il va nous donner un état par écrit. Et une fois ayant reçu cet état, on va consulter, demander l'assistance, soit d'un expert comptable, soit d'un comptable agréé, qui sont l'expert comptable doit être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et le comptable agréé doit être inscrit au tableau de l'association des professionnels des comptables agréés, l'OPCA. Alors, bien sûr, cette assistance de l'expert, bien sûr, la loi exige pour ce deuxième cas d'établir sous la responsabilité du chef d'entreprise, cet état qu'on doit bien sûr qu'on doit demander à l'expert ou au comptable agréé de signer conjointement, de donner son avis sur ce relevé de la note explicative. On l'appelle, pardon, la note explicative. La note explicative, je vais la noter parce que alors, note explicative. Donc, la note explicative qui va être établie par le chef d'entreprise avec l'assistance de l'expert ou du comptable agréé. Dans ce cas-là, dans ce cas, on va tenir compte aussi bien des renseignements fournis par l'administration fiscale et on va les insérer dans la note explicative. Soi-disant, on est d'accord pour les incohérences et les irrégularités relevées par l'administration, soit on doit motiver, détailler le défaut de la tenue de compte de cet état que nous a fourni l'administration fiscale. On doit motiver, détailler avec l'accord de l'expert comptable ou du comptable agréé. Dans ce cas, on va bénéficier de l'annulation d'office des sanctions, majoration, amende et pénalités, et du contrôle fiscal. Donc, dans le premier cas, on ne va pas bénéficier du contrôle fiscal, dispense du contrôle fiscal. Par contre, dans le deuxième cas, lorsqu'on va tenir compte des renseignements fournis par l'administration, accompagnés de la note explicative établie par le chef d'entreprise, dûment signée par l'expert comptable ou le comptable agréé, dans ce cas, on va bénéficier de deux mesures, c'est-à-dire de l'annulation des majorations et pénalités et de la dispense du contrôle fiscal pour les postes qu'on a, bien sûr, qu'on a régularisés, les postes ou les opérations qu'on a régularisées. Toutefois, en cas de fraude ou de fausse facture, l'administration va remettre en cause l'avantage avec des sanctions. Donc, les conditions, souscrire la déclaration rectificative en tenant compte des renseignements dont dispose l'administration fiscale. Le contribuable demande à l'administration, selon un formulaire prévu par la loi, de lui communiquer l'état des irrégularités constatées dans les déclarations fiscales initialement déposées. Cet état est communiqué sur un imprimé établi par l'administration fiscale. Et dans ce cas-là, pour bénéficier du dispense de contrôle fiscal, il faut également joindre une note explicative établie par le chef d'entreprise sous sa responsabilité avec l'assistance de l'expert comptable ou du comptable agréé. La liquidation du complément d'impôt à payer se fait sur la base de rectifications apportées dans la déclaration rectificative et l'administration ne peut procéder au contrôle des postes ou des opérations que si elle découvre des opérations de fraude, de falsification ou d'utilisation de factures fictives. Nota bene, cette régularisation peut être faite sur la base
d'une convention conclue entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle avec les mêmes conditions et mêmes avantages. C'est-à-dire que le contribuable a le choix encore de soit de faire appel au troisième cas, c'est-à-dire il a la possibilité au troisième cas, c'est-à-dire il peut s'adresser à l'organisation professionnelle dont il appartient, et dans ce cas-là, il va joindre l'état délivré fourni par l'administration fiscale à l'organisation professionnelle, et automatiquement, l'organisation professionnelle, elle va lui donner, il y aura certainement un barème de calcul de l'impôt, et dans ce cas-là, il va bénéficier aussi bien de l'annulation des sanctions que de la dispense du contrôle fiscal. Sont exclus de ce régime les contribuables en cessation d'activité, soit dissolution, liquidation, soit cessation d'une entreprise individuelle, et également les contribuables qui sont sous le contrôle fiscal ou sous procédure de contrôle, notamment l'article 228, 229, etc. Par contre, la circulaire a clarifié que lorsqu'on est sous la procédure de l'article 221, sous la procédure de déclaration rectificative prévue par l'article 221 bis, grand 3, on est éligible à l'avantage de la déclaration rectificative. Troisième amnistie, qui concerne cette fois-ci les contribuables titulaires de revenus fonciers qui n'ont jamais souscrit de déclaration annuelle au titre de leur revenu global, au titre des dits revenus fonciers. Cette mesure est également prévue par l'article 6 de la loi de finances et qui est insérée dans l'article 247, 29e. Alors, les personnes concernées par l'amnistie, ce sont des personnes physiques particuliers, titulaires de revenus fonciers, n'ayant pas souscrit leur déclaration annuelle du revenu global afférente à ces revenus fonciers au titre des années antérieures non prescrites avant 2019. Avant 2019, donc 18 et antérieurement. Donc, des années non prescrites, ça peut être les 4 dernières années, 2018, 17, 16, 15, ça peut être des dernières années. Il faut faire attention parce que l'article 232, grand 8, 15e, prévoit une dérogation pour le dépôt de déclaration de 10 ans. Les avantages prévus pour bénéficier de cette amnistie, il y a la dispense du paiement de l'impôt au titre des revenus des années antérieures à 2019 et il y a l'annulation d'office de la majoration de la pénalité et des majorations de retard. Le délai de déclaration, il est prévu pour le moment avant le 1er juillet 2020, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin. Donc, il faut souscrire une déclaration sur un imprimé fourni par l'administration, par voie électronique certainement. Le versement spontané au receveur de l'administration fiscale, le versement de la contribution de libératoire au receveur de l'administration fiscale du lieu de son domicile fiscal. Le taux de la contribution est de 10% calculé sur le montant brut sans aucun abattement, le montant brut des revenus fonciers se rapportant uniquement à l'année 2018. Donc, on va prendre le revenu de l'année 2018, le montant brut, et je le multiplie par 10% que je dois verser, que je dois accompagner ma déclaration chez le receveur de l'administration fiscale. Ça sera fait, effectué par voie électronique. Les personnes physiques concernées qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la contribution dans le délai prévu par la loi demeurent soumises au régime de droit commun. Trois autres amnisties prévues par la loi de finances qui ne sont pas insérées au Code général des impôts, mais cette fois-ci, elles sont prévues par les articles 7, 7 bis et 8 de la loi de finances. Alors, la quatrième, donc, amnistie concerne la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable, telle que définie à l'article 7 de la loi de finances. La cinquième amnistie concerne la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur chèque impayé, prévu par l'article 7 bis. Et enfin, la régularisation spontanée au titre des avoirs
et liquidités détenues à l'étranger, tel que prévu par l'article 8 de la loi de finances. Donc, la quatrième amnistie, telle que prévue par l'article 7 de la loi de finances, concerne la régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable personne physique. Alors, nous avons deux types de régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable. La première régularisation volontaire concerne les avoirs et les avoirs liquides, soit qui sont déposés dans des comptes bancaires, soit détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque. Et dans ce cas-là, il faut les verser à un compte bancaire. Alors, pour les personnes physiques qui désirent procéder à la régularisation volontaire au titre des avoirs liquides, soit détenus chez lui, qui doit verser en banque, soit ils sont déjà versés en banque parce qu'il ne les a pas déclarés avant. Donc, s'il veut régulariser sa situation pour qu'il ne soit pas recherché par l'article 29 et 216 lors du contrôle de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable. Lorsqu'ils vont procéder à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable, alors le montant de ces avoirs qui a été déposé en banque et qui sera utilisé pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles ou des avoirs financiers ou des apports en compte courant ou en compte exploitant ou des prêts octroyés à des tiers. Dans ce cas-là, s'il va justifier comme quoi il a déjà payé la contribution libératoire sur ces avoirs qui sont soit déposés en banque, déjà déposés en banque, soit qu'il va déposer en banque, détenu chez lui et qu'il va déposer en banque, dans ce cas-là, ces montants des avoirs qui sont déclarés ne seront pas pris en considération pour les besoins de l'évaluation, de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable en cas de contrôle fiscal. Alors, à titre de rappel, pour l'examen de l'ensemble de la situation fiscale tel que prévu par les articles 29 et 216, alors l'administration est en droit d'examiner la situation fiscale du contribuable, de rapprocher le revenu déclaré avec celui qu'il va évaluer lorsque le montant dépasse 240 000 tel que relevé par la loi de finances 2020 au lieu de 120 000 avant 2020. Dans ce cas-là, ces dépenses sont prévues par l'article 29, notamment les frais afférents à la résidence principale, les frais de fonctionnement d'entretien des véhicules, les frais afférents à la résidence secondaire également, les frais de fonctionnement et d'entretien des véhicules aériens, maritimes, les loyers réels acquittés par le contribuable pour ses besoins privés non professionnels, le montant du remboursement des emprunts en principal et intérêt pour contractés pour les besoins non professionnels, le montant des acquisitions des véhicules ou des biens immeubles non destinés à usage professionnel, y compris les livraisons à soi-même de biens immeubles, les acquisitions de valeurs mobilières, de propriété ou de créances, les avances en compte courant d'associés ou en compte d'exploitants, ainsi que les prêts octroyés à des tiers et les frais à caractère personnel tels que institués par la loi de finances 2019. Alors, le régime dérogatoire institué par l'article 7 de la loi de finances est applicable aux déclarations de régularisation volontaire effectuées par les contribuables personnes physiques auprès des banques en matière, donc cette régularisation est effectuée auprès des banques en matière des avoirs liquides qui sont déjà déposés dans les comptes bancaires ou ceux détenus chez lui en monnaie fiduciaire sous forme de billets et qu'il a l'obligation de les déposer en banque. Alors, les personnes physiques, les personnes concernées, ce sont des personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc lorsqu'ils ont déjà bénéficié des revenus et des profits se rapportant à l'exercice d'une activité
professionnels ou agricoles n'ayant pas fait l'objet de déclaration avant le 1er janvier 2020 en matière d'impôt sur le revenu et qui sont donc en situation irrégulière vis-à-vis de la législation fiscale. Alors, la note de l'administration fiscale, de la DGI précise, sont également éligibles à ce régime les contribuables qui s'identifient pour la première fois auprès de l'administration fiscale en souscrivant bien sûr sa déclaration à la taxe professionnelle et avoir un identifiant fiscal. Pour pouvoir bénéficier de l'amnistie des avoirs liquides, il faut avoir un identifiant fiscal à fournir lors de la demande du dépôt des avoirs liquides pour bénéficier de la mesure d'amnistie. Les avoirs concernés, donc, ce sont des avoirs liquides déposés déjà dans des comptes bancaires ou des avoirs détenus qu'on doit déposer en banque. Les conditions d'éligibilité à la régularisation, déclarer les avoirs liquides détenus ou versés, il faut les déclarer par ces personnes physiques. Deuxièmement, verser une contribution au titre de ces avoirs. Alors, le versement il sera effectué par le biais de la banque. Et la contribution libératoire au taux de 5% sera opérée à la source par la banque du compte bancaire. Il sera donc opéré par voie de retenue à la source par la banque et c'est la banque qui va effectuer le versement au receveur de l'administration fiscale. Alors, ainsi, la régularisation est effectuée comme suite dépôt des avoirs liquides auprès des établissements de crédit. Si donc on détient des avoirs liquides chez nous, on a l'obligation en monnaie fiduciaire, on a l'obligation de les déposer en banque pour bénéficier de la mesure. Donc, dépôt auprès de la banque toujours. On va s'adresser uniquement à la banque, pas à l'administration fiscale pour les avoirs liquides. Donc, on va déposer une déclaration auprès de la banque pour ces avoirs détenus et en même temps, on va identifier, la banque va nous délivrer un récépissé, bien sûr sous l'anonymat, qui va mentionner les éléments d'identification de la partie versante et le montant des avoirs liquides déposés en monnaie fiduciaire ou déjà déposés dans des comptes bancaires. Le taux de la contribution libératoire est fixé à 5% du montant des avoirs liquides, soit déposés, soit détenus et versés. Alors, les avantages, les conséquences fiscales de la déclaration et du paiement. La déclaration et le versement de la contribution doit être à pour effet, au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, de permettre aux déclarants d'effectuer toutes sortes de dépenses visées à l'article 29 qu'on a vu tout à l'heure, sans que ces dépenses engagées à concurrence du montant des avoirs déjà déclarés ne sont pas pris en considération pour l'évaluation du revenu global lors de l'examen de l'ensemble de l'assiette fiscale du contribuable tel que prévu par l'article 216 du Code général des impôts. De libérer la personne physique concernée du paiement de l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration, pénalité et amende afférents à ce revenu qui n'était pas déclaré, correspondant à ces avoirs liquides ou détenus ou versés. Les obligations des établissements de banque, donc ils ont l'obligation d'opérer la retenue et de la verser à l'État. Alors, les sanctions, les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations prévues ci-dessus ne peuvent pas bénéficier des dispositions de cette contribution et demeurent soumises au régime de droit commun. C'est-à-dire, il faut obligatoirement souscrire une déclaration auprès de la banque, verser si on a des avoirs liquides détenus et bien sûr, la banque va opérer la retenue. C'est une obligation qui incombe à la banque et non pas au chef d'entreprise, disons à la personne concernée par l'amnistie. La durée d'application de la contribution, pour le moment, la loi a prévu la date limite de dépôt de déclaration et de versement au 30 juin 2020. Dépôt de déclaration au 30 juin. Bien sûr, la banque, ils ont un mois pour déclarer
Donc, si on dépose la déclaration au mois de juin, ils auront jusqu'au mois de juillet. Si on dépose au mois de mai, la banque a l'obligation de déposer, de verser au mois de juin. Donc, la banque, il a un mois supplémentaire, mais nous, on a pour le moment, au plus tard, le 30 juin, mais la loi prévoit la possibilité de proroger le délai de 2 mois renouvelable une fois, surtout dans cette période de confinement et de crise sanitaire. Deuxième type de régularisation volontaire qui concerne également la déclaration rectificative, la régularisation volontaire de l'association fiscale du contribuable. Cette fois-ci, elle se rapporte aux acquisitions de biens meubles ou immeubles, terrains, construction, qui ne sont pas affectés à l'usage professionnel, ainsi qu'aux avances en compte courant, les apports effectués en compte courant ou en compte d'exploitant pour les entreprises individuelles, ainsi qu'aux prêts accordés aux tiers. Alors, les personnes concernées par cette mesure, deuxième mesure, cette contribution concerne les contribuables personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc au titre des profits et revenus générés lors de l'exercice d'une activité professionnelle ou agricole n'ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2020, à l'instar de ce qui est prévu pour les avoirs liquides détenus ou versés. C'est le même principe. Donc, une personne physique qui exerçait une activité professionnelle ou agricole et qui n'a pas déclaré les revenus, ou les revenus ont été thésaurisés, soit chez lui, soit versés en banque, soit ils ont été servis pour l'acquisition de biens meubles ou immeubles, terrains, construction, ou pour des apports en compte courant ou en compte d'exploitant, et même les prêts accordés à des tiers. Dans ce cas-là, on va également bénéficier de l'amnistie pour ces biens qui sont acquis par le biais des revenus non déclarés, à condition qu'ils soient exercés dans une activité agricole ou professionnelle. Les dépenses concernées par la régularisation sont les biens meubles, c'est-à-dire matériels, voitures, véhicules, avions, bateaux, etc., ou immeubles, construction, terrain, des titres d'une société immobilière transparente, acquis et non destinés à l'usage professionnel, c'est-à-dire non comptabilisés à l'actif professionnel de la personne lorsqu'il exerce une activité professionnelle tenant une comptabilité. Les avances en compte courant d'associés, donc lorsque les associés d'une société effectuent des apports en compte courant d'associés, on a la possibilité de déclarer ces apports en compte courant et de payer la contribution pour qu'on soit dispensé de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable. Ainsi que lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, les apports en compte d'exploitant, ainsi que si on a déjà effectué des prêts accordés à des tiers. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la source de financement des dites dépenses devrait provenir des profits et revenus se rapportant à l'exercice d'une activité professionnelle ou agricole n'ayant pas été déclarée avant le 1er janvier 2020 en matière d'impôt sur le revenu. Conditions d'éligibilité à la régularisation volontaire de l'association fiscale. La régularisation volontaire de l'association fiscale du contribuable consiste à déposer une déclaration rédigée d'après un imprimé établi par l'administration fiscale auprès de receveurs de l'administration fiscale. Donc, cette fois-ci, on ne va pas à la banque pour les biens meubles, immeubles, compte courant, prêts. On ne va pas à la banque. La banque, c'est pour les avoirs liquides déposés aux détenus. Mais si on a des acquis, des biens meubles ou des biens immeubles ou des apports en compte courant ou des prêts, il faut s'adresser à l'administration, au receveur de l'administration fiscale. Donc, on va souscrire une déclaration auprès de l'administration fiscale. On va indiquer tous les biens, le prix d'achat des biens meubles et immeubles, ainsi que le montant des apports en compte courant, ainsi que le montant des apports en compte d'exploitant s'il s'agit d'une entreprise individuelle, ainsi que les prêts accordés à des tiers. Ce montant, on va appliquer le taux de 5% de contribution libératoire qu'on va verser en compagnie avec la déclaration fiscale. Donc finalement, on va chez le receveur de l'administration fiscale,
et on va déclarer l'ensemble des biens, meubles, immeubles, comptes courants, prêts, auprès, donc on va souscrire la déclaration auprès de la recette de l'administration fiscale et verser le montant de la contribution libératoire qui est fixé à 5%, soit de la valeur d'achat des biens meubles, immeubles, soit le montant des apports en compte courant ou en compte exploitant, ainsi que le montant des prêts ou accordés à titre. Conséquences fiscales de la déclaration et du paiement, les dépenses engagées à concurrence de la ayant fait l'objet, bien sûr, de déclaration et de paiement auprès de la RAF, ne seront pas pris en considération lors de l'examen de l'ensemble de la situation fiscale du contribuable pour l'évaluation du revenu global au titre des années d'acquisition des dits biens ou de réalisation des opérations d'apport en compte courant ou en compte exploitant ou des prêts octroyés à des tiers. Les sanctions. Les personnes physiques concernées qui ne respectent pas les conditions de déclaration et de versement ne peuvent bénéficier des mesures prévues pour la contribution libératoire. La durée d'application de cette mesure, elle est prévue comme à l'instar de ce qui est prévu pour les avoirs liquides, elle est fixée au 30 juin 2020, qui peut être renouvelée deux fois. Cinquième amnistie qui concerne cette fois-ci la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement sur chèque impayé au 31 décembre 2019. Cette mesure est insérée et prévue par l'article 7 bis de la loi de finances 2020. Alors, la loi de finances a institué une contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement, quel que soit leur rang, non encore régularisé au 31 décembre 2019. Le taux de la contribution est de 1,5% du montant du chèque ou des chèques qui sont revenus impayés au 31 décembre 2019. Donc, on peut aller jusqu'au 31 pour tous les chèques impayés non régularisés au 31 décembre 2019. Entre parenthèses, le taux de 1,5, il remplace donc la sanction de 5% lorsqu'il y a le Code de commerce, l'article notamment 314 du Code de commerce prévoit le taux de l'amende de 5% pour la première infraction, 10% pour la deuxième incident et 20% pour supérieur ou égal à troisième incident. Alors, cette contribution libératoire a un plafond. Pour les personnes physiques, le montant de la contribution ne doit pas excéder 10 000 dirhams, quel que soit le nombre des incidents de paiement. Donc, on va multiplier le montant du chèque fois 1,5% et on va le plafonner à 10 000 dirhams. Pour les personnes morales qui ont émis des chèques sans provision, dans ce cas-là, le montant de la contribution libératoire est plafonné à 50 000 dirhams. Le paiement doit être effectué, le paiement de la contribution doit être effectué en un seul versement au plus tard le 31 décembre 2020. Enfin, la dernière amnistie, la sixième amnistie, prévue par l'article 8 de la loi de finances 2020, concerne la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger. L'article 8 donc, de la loi de finances a institué une contribution libératoire relative à la régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger en 2019. Donc, il faut justifier par un relevé bancaire pour les avoirs liquides qui sont détenus. Donc, il faut demander un extrait de rôle, un relevé bancaire au 30 septembre à ces banques. Donc, ça concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ayant une résidence au Maroc. Donc, la première obligation, c'est de déclarer les avoirs et liquidités détenus à l'étranger, de les rapatrier. Lorsqu'il s'agit des avoirs liquides, il faut les rapatrier. S'il s'agit de biens meubles, immeubles ou de valeurs mobilières générant un revenu ou un profit, on doit rapatrier ces revenus et ces
profit de cession et de payer une contribution libératoire. Donc, les personnes concernées, on a dit que ce soit des personnes physiques de nationalité marocaine ayant une résidence fiscale au Maroc, ainsi que les personnes morales lorsqu'ils possèdent des établissements stables à l'étranger. Alors, pour les avoir, soit on a des biens immeubles, soit des actifs financiers, des titres de propriété de créance, soit des avoirs liquides, soit des véhicules d'investissement. Les avoirs concernés, donc la régularisation spontanée concerne tous les avoirs et liquidités détenus à l'étranger avant le 30 septembre 2019. Les conditions d'éligibilité à cet avantage, il faut qu'il y ait la déclaration. Donc, les personnes concernées ont l'obligation de déposer auprès d'une banque marocaine une déclaration suivant un imprimé fourni par la banque et de payer une contribution libératoire au taux fixé comme suit. Alors, le taux de la contribution est de 10% du prix d'achat pour les biens immeubles détenus à l'étranger. Alors, ces biens immeubles, je rappelle que lorsqu'ils génèrent des revenus bien sûr fonciers ou autres, des revenus, il faut qu'ils soient, les revenus soient rapatriés au Maroc, le revenu rapatrié au Maroc, et lors de la cession du bien immeuble, lors de la cession, vous avez l'engagement de rapatrier le prix de cession, le prix de cession. Donc, on a deux obligations, à part la déclaration. Donc, on doit, si le bien immeuble génère un revenu, on doit rapatrier le revenu chaque année, le déclarer, bien sûr. Deuxième obligation, en cas de cession du bien immeuble, vous avez l'obligation de rapatrier le prix de cession. Donc, on va payer donc 10% du prix d'achat. Également, lorsqu'on a des actifs financiers, c'est-à-dire des titres de propriété, des actions, des parts sociales détenues dans des sociétés étrangères ou des apports en compte courant, des créances apportées à la société étrangère, dans ce cas-là, on va bien sûr déclarer ces actifs financiers, le revenu généré par les titres de propriété, dividendes ou les titres de créance, les intérêts, on a l'obligation de le rapatrier au Maroc chaque année et de le déclarer. Deuxièmement, lors de la cession, on a l'obligation de rapatrier le prix de cession de ces valeurs mobilières, de propriété ou de créance. Et donc, on va souscrire la déclaration de ces actifs et financiers et on va payer sur le prix d'achat ou le montant des apports en compte courant de 10%. Troisième taux prévu toujours par l'article 8 de la loi de finances, le taux de la contribution de 5% du montant des avoirs liquides en devises détenus à l'étranger. Donc, on a l'obligation de les rapatrier au Maroc, de les déposer dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles. Dans ce cas-là, si on opte pour le rapatriement et le dépôt dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles, dans ce cas-là, on doit payer 5%. Seulement, on a l'obligation de céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché de change. Donc, on peut garder 95% dans des comptes en devises ou en dirhams convertis. Dans ce cas-là, on va payer 5%. Quant au montant des avoirs liquides rapatriés au Maroc et cédés sur le marché de change contre le dirham, dans ce cas-là, on ne va payer que 2% de montant de ces avoirs rapatriés et cédés sur le marché de change. Alors, bien sûr, la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives du prix d'acquisition des biens immeubles, des prix d'acquisition des titres de propriété. Et pour les avoirs détenus, il faut demander les extraits de comptes bancaires à des banques étrangères. Alors, sanctions, les personnes physiques ou morales concernées par la mesure qui ne respectent pas les conditions et obligations ne bénéficient pas des dispositions
relative à la contribution libératoire et demeure soumise au régime de droit commun. La durée d'application de cette mesure, il est prévu pour la période allant du 1er janvier jusqu'au 31 octobre. 31 octobre 2020. Donc, on doit souscrire la déclaration et payer au plus tard le 31 octobre. Au plus tard le 31 octobre. Alors, la garantie de cette mesure, en cas de dépôt de la déclaration et de paiement de la contribution libératoire, les personnes concernées, physiques ou morales, ayant souscrit à la contribution libératoire, bien sûr en payant le montant de la contribution, bénéficient de la garantie de l'anonymat en couvrant l'ensemble des opérations effectuées durant la période de cette régularisation. Il ne peut y avoir, après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire à l'encontre des personnes concernées au titre des avoirs et liquidités détenus à l'étranger, ayant fait l'objet de régularisation spontanée. Merci de votre attention.